Bonjour, je m'appelle Christophe. J'ai une question pour vous. 1983, vous avez fait quoi? Moi, j'ai commencé sur de marquer comme Skeletor. Et une vingtaine d'années plus tard, j'ai fait connaissance avec un monsieur qui s'appelle Petit Pierre, que vous voyez le nom là-dessus. Et avec lui, on a commencé une discussion pendant une foire sur les outillages. Et moi, comme horloger, j'adore les outils bien faits, comme les montres bien faits aussi. Et lui, il a dit, regarde, je te propose un coffret de luxe, comme celui-là. Cette boîte, ou l'écrin, comme on appelle aussi, elle est faite aussi en bois local. Chaque outil, et c'est pas un ou deux, c'est 54 outils qui étaient fabriqués avec les idées de être belle, en même temps aussi super fonctionnelle. Et l'outil elle-même, ou la fabrication de tous ces outils avec le boîtier, ça a duré 1 année et demie. Alors les outils, il faut savoir, pour un horloger, c'est sacré. Pourquoi? Parce que l'outil, on adapte à nos mains. Je commence avec la loupe. C'était aussi un des premiers sujets qu'on a regardé ensemble avec la maison Petit Pierre. C'est comment on peut avoir une montre un petit peu luxueuse, mais qui est sympa aussi au niveau besoin, au niveau outillage. C'est quand même notre troisième œil. Hein. C'est avec celui-là qu'on regarde tout le temps. On a une monoloupe d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé une fois pourquoi on n'a qu'une seule loupe et pas deux. Pourquoi? Quand ça veut voir les niveaux. Et avec une seule loupe, ça marche tip-top. Et ça, c'est pas n'importe quelle loupe. Cette loupe, elle est en ébène. Ça veut dire qu'elle est hyper agréable à porter. Elle tient bien. Et on peut agrandir 3 fois. Ça, c'est la base. Et ajouter cette optique ici pour avoir un agrandissement de 8 fois. Ce qui est complètement nouveau. Avant, on n'avait pas ça. On était obligé de changer la loupe carrément. Alors les tournevis, là aussi, il y a beaucoup de soins dans le détail. Pas simplement pour qu'elle est belle, non, c'est pour l'haptique qui est bon. Par exemple, ça, c'est le tournevis dynamétrique qu'on a développé exprès avec un diamètre beaucoup plus petit que la concurrence, qui veut dire c'est beaucoup plus sympa dans la main, ça veut dire ma rotation, elle augmente, plus le diamètre est petit, plus je peux tourner vite, dans ce sens, ça aussi est précis. Vous avez les têtes qu'on peut échanger par rapport à la pièce qu'on va travailler dessus. Vous avez la partie supérieure ici qui est aussi formée pour qu'elle ne roule pas sur l'objet ou sur l'établi. Et vous pouvez changer tout ça à la différente force de couple. Ça veut dire le couple, c'est à vous de choisir. Ça, c'est un outil aussi c'est devenu très important. Pour les tournevis de différents diamètres, vous voyez ici, vous avez une tête assez grosse. Ça va jusqu'à 0,5. Et pour ne pas se tromper, on a même les codes couleurs. Ça veut dire ici, sur la tête, vous avez les couleurs qui changent. Et la même chose ici, où il y a l'emplacement pour l'outil. Et vous avez ici des têtes qui vont avec. Par exemple, le jaune qu'on a vu là, celui-là, il va avec ce tournevis. Et là, on a la mèche d'échange qui est déjà prête. Ça peut arriver qu'elle casse. Et pour ne pas marquer la vis, on a besoin de changer tout de suite. Notre détail, c'est dans la tête ici. Lui, il est suspendu d'une manière très spéciale pour qu'il glisse bien, pour qu'il tourne bien, pour qu'on n'ait pas de friction, qu'on n'ait pas une mauvaise information au niveau de sensitif pour les forces. Et vous avez une manche en ébène qui fait que même avec la main, que je transpire peut-être un tout petit peu, ça absorbe même ça et c'est sympa à toucher. Avec ce tournevis, on peut bien visser, mais il faut quand même l'aide de temps en temps pour mettre la vis à la bonne place. Alors, souvent, c'est cette pièce-là qui nous aide, ou peut mettre le pont à la bonne place. Et ça, c'est la deuxième main qui est même équilibrée pour qu'elle tienne bien dans la main. Et pourquoi on a ça? Pour pas déjà rayer la pièce, mais le plus important, comme les pièces sont polies et en acier, souvent en acier trempé, ça veut dire l'acier trempé a la tendance de rouiller très vite, comme elle est très dure. Et pour pas toucher la pièce, on a cette pointe-là. Avec ça, on peut justement éviter ça pour pas abîmer la pièce ni que ça rouille.
Et aussi la pièce, si jamais, si vous avez un souci avec la pointe, elle peut tomber, hein, l'outil. Ça ne devrait pas, mais ça peut tomber. Vous pouvez changer la pointe. Ça aussi, c'est important. Là, on va au Bruxelles. Bruxelles, ça veut dire quoi? C'est un outil. Il n'y en a pas qu'un. On a ici 3. Pourquoi? Parce qu'on a un outil de base, ça veut dire une Bruxelles de base, avec lequel on touche la majorité des pièces. C'est la pointe qui n'est pas très fine. Elle est faite souvent en maillechort ou en nickel pour ne pas rayer les pièces. Pour pas aussi d'abîmer les pièces si on touche. Hein. Ça, c'est le Bruxelles basique, c'est-à-dire c'est notre deuxième main aussi, on appelle ça. C'est vraiment les deux outils, celui-là et celui-là, qu'on utilise tout le temps, comme les tournevis. Et vous avez des Bruxelles adaptés à leur propre fonction. Par exemple, ici, si on fait l'emboîtage, on va mettre les aiguilles sur place. On a besoin d'une Bruxelles extrêmement plat et pas très pointu pour tenir les aiguilles, pour les positionner juste et pas les rayer. Ça, c'est le deuxième, pardon. Et ici, vous avez le fameux Bruxelles pour le balancier ou les spiraux. Alors, les spirales, le problème du spiraux, il est plus fin qu'un cheveu. Alors, il faut faire hyper attention pour pas justement l'abîmer ou plier à la mauvaise place. Alors, il faut vraiment maîtriser le mouvement. Et pour ça, on a besoin le Bruxelles le plus fin que possible. Ce qu'il faut savoir dans les Bruxelles, c'est pas simplement leur forme qui est importante, comme ici, celui-là qui est tout fin pour les spiraux. Non, c'est aussi la matière. La matière, comme ici, c'est un mélange de nickel et du maillechort. Et c'est même noté dessus. Vous avez ici noté non magnétique. Ça veut dire c'est une matière qui ne peut pas être aimantée. Pourquoi? Parce que le pire ennemi pour l'horloger, c'est qu'il veut prendre une vis et la vis saute vers le Bruxelles. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais remettre la vis en place et lâcher, parce qu'elle va toujours rester collée au Bruxelles. Et là, tu viens fou comme horloger. Et justement, tous ces outils qu'on touche tout le temps, comme la tournevis, elle aussi, elle est désaimantée pour ne pas avoir ce problème avec le magnétisme. Comme la vis, c'est les 0,2, 0,3, je peux vous dire, c'est plus fin qu'un cheveu. C'est tellement léger, ça flotte même sur l'eau. C'est juste pour vous donner la dimension d'une vis comme ça pour les horlogers. Prochain objet, c'est un couteau. Couteau suisse, tout le monde connaît. Mais ça, c'est un couteau suisse des Suisses horlogers ou des horlogers suisses. C'est pas simplement la coupe qui est importante. Ça, on l'utilise tout le temps. On a les petits morceaux de bois, comme vous avez ici, bien sûr aussi dans la boîte, pour justement faire la pointe et nettoyer les pièces. On utilise ça pour ça. Mais autant important pour les anciens boîtiers, les anciens montres extra plates, eux, ils n'avaient pas la place pour pouvoir être fixés avec les vis. Alors on avait ce système, un ouvre-boîte, si on veut, pour glisser entre la carrure et le boîtier pour ouvrir le fond. Ça, c'est un outil hyper précis aussi, qui coupe justement pas, mais qui a la capacité de rentrer dans les matières sans abîmer. Ça, c'est un couteau typiquement horloger. Un autre objet qu'on utilise souvent, c'est celui-là. C'est le cuir. Pourquoi un cuir? L'importance ici, par exemple, si on met un cadran en place, il faut qu'on appuie avec cet outil, justement avec le cuir. Là, par exemple, celui-là, il est trop dur, il va marquer le cadran, alors on utilise le cuir. Et le cuir, on lui tient comme ça, et comme ça, on peut fixer le cadran. Le point positif, comme c'est en bois, je peux la couper. Si la pointe est un petit peu sale ou pas propre, ou il y a un petit morceau de métal dedans, qu'on ne veut absolument pas, on peut le couper et on a à nouveau la tête qui est propre. Alors, des autres outils qu'on adore, les horlogers, c'est cet outil-là. Pourquoi? On peut ici rentrer sous les aiguilles et enlever les aiguilles, sans marquer le cadran. C'est pour ça qu'elle est aussi polie ici, aplatie, pour ne pas abîmer le cadran. Ça, c'est des outils aussi spécialisés pour l'horloger. Maintenant, si on veut mettre les outils, on a besoin bien sûr aussi d'un outil
qu'on peut mettre les aiguilles en place sans marquer l'aiguille qui est dessous. Hein, pour ça, il y a différentes têtes. Voilà, vous avez ici un avec un grand diamètre. Ici, vous avez les diamètres plus petits pour l'aiguille de seconde. Ça, c'est l'aiguille minute. Et ça, c'est l'aiguille d'heure. Les 3 aiguilles principales ont un diamètre différent. Après, pour l'aiguille des chronographes, on a un sans trou. Le but, c'est qu'on appuie sur l'aiguille, hein, ici, et on n'abîme pas l'aiguille, et on peut placer vraiment horizontalement les aiguilles. Ça, c'est crucial aussi. Sur ce tableau-là, qu'est-ce qui manque encore? Ce qu'on n'a pas encore expliqué, c'est le caoutchouc. Ça aussi, c'était une histoire entre Petit Pierre et nous. C'est que l'horloger, il a toujours le problème, quand il met une pièce, par exemple une montre, sur l'établi, il raye. Alors les anciens horlogers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des morceaux de caoutchouc naturels et coupé en morceaux pour avoir une pièce plus ou moins comme ça. Et quand il a entendu ça, ce besoin-là chez nous, Petit Pierre, il a dit « Non, je vais vous fabriquer ça, je peux faire ça en série et je peux vous même faire les angles que vous voulez pour mettre un boîtier de montre dessus et pouvoir manipuler par exemple la vis ici sans abîmer la montre ni que la montre glisse. » Ça, c'est un outil qu'on utilise tout le temps. C'est omniprésent sur nos établis. Donc, les anciens y avaient fait, je dirais, la génération avant. Avant ça, c'était des bagues métalliques qui tenaient un cuir pour ne pas rayer les pièces. Mais la bague métallique était toujours un risque ici de rayer la montre. Avec ça, on n'a plus ce problème-là. En plus, comme c'est du caoutchouc, ça ne glisse pas. C'est magnifique. Sur ce plateau, vous avez encore 3 éléments. Les petits boîtiers. Ces petits boîtiers, c'est typiquement l'horloger. Il adapte un petit peu tous ces compartiments par rapport à la taille de la pièce qu'on va mettre. Ça veut dire ici, c'est petit, magnifique, même avec le logo au fond, en acier. Là, on peut mettre par exemple les vis. L'horloger, il aime bien avoir justement aussi la place pour les platines ou les ponts. On peut les mettre là-dedans. Et la même chose ici, là, tu peux mettre par exemple les roues. Là, on est complètement ouvert à mettre ce qu'on veut par rapport des besoins de la situation. Alors la soufflette, là aussi, c'est une version de luxe en bois. Ça, c'est la seule au monde, je crois, qui est en bois, qui est magnifique. Pourquoi on l'utilise? Pour déplacer justement la poussière. On n'a pas toujours le luxe d'avoir une aspiration automatique. Alors, on travaille avec ça. Et là, avec la soufflette comme ça, on est très précis. On souffle juste là où on veut. En plus, c'est mécanique. Ça veut dire qu'on peut démonter, on peut changer la tête. Si jamais ça me casse une fois la tête ici, je peux la démonter, je peux tout réparer. C'est magnifique. C'est vraiment la mécanique qui est à l'intérieur là. On a encore un petit tige en bois qu'on utilise très souvent, là il y en a plusieurs, pour justement qu'on coupe avec le couteau en pointe. Et la pointe, on l'utilise entre autres pour nettoyer par exemple les rubis. Si vous avez dans les pierres, hein, vous avez les rubis qui sont là pour éviter l'usure. Et dans les rubis, on met les tiges des pivots de roues. Et ces pivots de roues, après un certain temps, hein, quand ils sont faits en 4 ans, plus ou moins, ça dépend de la fréquence, une montre a fait un tour du monde. Et c'est quand même beaucoup de kilomètres. Et pour nettoyer ces rubis à fond, on utilise entre autres ces morceaux de bois pour justement enlever la graisse, la partie qui colle, avant de le mettre dans la machine à nettoyer. Tout ce qui est saleté, ça aussi, petit pinceau qui est magnifique, qui est tout fin. Alors si par exemple il nous reste une petite cochonnerie sur le cadran, on peut enlever avec ça en douceur pour pas rayer le cadran. Si vous avez un cadran dans ce style-là, noir, s'il est noir profond poli, c'est encore pire. Là, vous voyez tout dessus. Alors si vous enlevez, même avec le cuir, on peut le rayer si on fait un mouvement comme ça. Pour tenir, ça va, mais si dès qu'on fait un mouvement en tirant contre le bas, par exemple, avec cet outil, ça marche super bien. Après, on a les outils comme celui-là pour taper avec le marteau. Et là, c'est pas n'importe quel marteau, c'est un marteau poli, magnifique, qui est très très bien équilibré. Là aussi, c'est un outil important
pour justement chasser les tiges. Alors là, on peut taper dessus. Là, il y a un tige en acier dur qu'on peut sortir les petites tiges. Ça aussi, toujours avec une petite vis pour remplacer si jamais il pète, que ça peut arriver. Souvent, on l'utilise d'ailleurs pour tenir une pièce, ça. Alors là, on peut chasser, par exemple, avec cet outil, un tige qui est dans un tube. On peut sortir là. Ça, c'est un outil multi-talent. On l'utilise pour beaucoup de choses, aussi pour fixer, par exemple, une axe. Si on veut enlever quelque chose, pour ça, il y a cette forme-là. Ça aussi, très important, c'est en acier. Là, en plus, c'est poli. Normalement, c'est pas poli. Comme ça, c'est simplement brossé. Là aussi, le travail, le soin pour le détail, c'est impressionnant. Après, vous vous êtes demandé peut-être pourquoi un petit pierre là. Oh, c'est un décusite. On a besoin de ça, cette pierre, pour justement, si jamais dans un tournevis, vous avez là la mèche qui est un petit peu abîmée, on peut tirer dessus pour corriger. Comme ça, elle reste de nouveau parfait pour ne pas user ou marquer la vis. Ça, on appelle les mandrins. Les mandrins, on l'utilise pour un autre truc, c'est entre autres, si vous avez une axe à tenir, par exemple un axe de remontage avec une couronne dessus, on veut la raccourcir, c'est sûr, c'est une couronne comme ça, on a l'impression c'est simple, mais il faut qu'elle est adaptée au centième de millimètre à la bonne place, pour pas qu'elle dépasse trop, pour pouvoir faire des fonctions comme il faut. Et pour raccourcir une axe comme ça, on a le mandrin qu'on peut adapter par rapport au diamètre pour tenir, limer et remettre en place. Et là aussi, on n'a pas qu'un, on a 3 diamètres, comme souvent, les axes. Par exemple, si vous avez une montre de poche, l'axe est beaucoup plus grand au niveau diamètre. Alors, dernier outil ici, c'est la pousse-barrette universelle. Pourquoi? Quand cette petite fente, on peut adapter aux différents diamètres. Et ça, on l'utilise pour enlever les bracelets, par exemple, en cuir ou comme ici en fibre. Ça dépend le modèle. Ici, chez nous, c'est vissé, mais sur les anciens modèles, on avait toujours travaillé avec les barrettes. On descend le ressort, c'est une sorte de ressort qui est dans la barrette, et on peut enlever le cuir. Ça va très bien avec ça. Ça va pour tous les différents diamètres, comme j'ai dit. Et là aussi, bien sûr, la manche, elle est en bois. Eben, qui est magnifique au toucher. Là, vous avez un petit tiroir caché. Ça, c'est un petit peu à vous aussi de choisir ce que vous voulez mettre dedans. Entre autres, là, il y a déjà de base un Rodico. Rodico, c'est une sorte de caoutchouc qui peut absorber la poussière et la cochonnerie, même du gras. C'est génial, c'est un outil multifonctionnel qu'on utilise depuis des générations. C'est vraiment ingénieux pour enlever la poussière. Et ici, la petite lingette avec justement une lingette qui polie pas, mais presque. C'est une lingette microfibre qui a une qualité supérieure et une fibre qui absorbe vraiment la poussière, qui fait que ça ne raye pas en nettoyant les montres, les objets surtout en or. Alors on va commencer à faire une manipulation sur une Roylock pour justement changer les maillons avec un tournevis justement adapté à la vis. C'est ce qui vous arrive assez souvent, entre été et hiver, souvent le bras il bouge un petit peu. Avec les bracelets fixes comme ça, on est obligé de changer les maillons. Pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin le fameux caoutchouc pour pas abîmer justement une montre, que même si elle est en acier, on peut la rayer. Alors, deuxième geste de l'horloger typique, c'est mettre la loupe sur l'œil et on va enlever la première vis. Et qu'est-ce que j'ai besoin aussi? C'est la fameuse Bruxelles avec laquelle je tiens la vis. Deuxième maillon.
Et comme ça, je peux sortir avec l'autre outil là, pousser le tige pour qu'il sorte. Comme ça, on a déjà le bracelet ouvert. Maintenant, on a enlevé le maillon, on va remettre les vis pour fixer. Et pour être précis, là, sur la tournevis dynamétrique, justement, je peux varier la force. Ça veut dire, vous entendez là, il y a le couple qui est là-dedans, qui est programmé là derrière. On peut la programmer pour mettre à la bonne dureté par rapport à la vis. Et je remets la vis en place. Et ça, vous pouvez commander par rapport de votre outil, ça veut dire votre montre. Par exemple, vous avez une montre avec une force diamétrique des vis XY. Vous pouvez la commander avec la bonne force. Ça, c'est important. Quand ça va d'une certaine variété, après, le ressort, il est quand même limité. Ça veut dire qu'il faut adapter vraiment à la pièce. Alors, j'ai fini le changement du maillon. Ça veut dire de raccourcir le bracelet. Et on va vous montrer maintenant un autre exemple. C'est l'exemple du montre-bracelet cuir. Ça veut dire un montre-bracelet avec un bracelet en cuir. Et ça, on change différent. Là, on a cet outil qu'on appelle pouce-barrette qui a justement une ouverture en V pour pouvoir rentrer, vous allez voir, sous le bracelet. Là aussi, ce caoutchouc m'aide beaucoup. Je peux appuyer là-dessus. Comme ça, je sais que je vais pas rayer la boîte. Je glisse avec mon outil sous le bracelet et en 2 secondes, c'est enlevé. Et je peux changer le bracelet. Le truc, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait l'outil? Il rentre là. Là, vous avez la fameuse barrette. Et l'outil, il rentre là pour la pousser. Et comme il y a un ressort dedans, on peut la pincer comme ça. Et comme ça, ça tient. C'est assez simple comme système. Ça marche super bien. La majorité de mon bracelet ont ce système-là. Et pour remettre, on passe toujours par l'intérieur de la boîte pour pas justement rayer à l'extérieur. On prend nouveau cet embout, on peut la descendre sous la boîte, fait clic et ça tient de l'eau. Alors là, on va démonter justement un boîtier, ça veut dire on va enlever le mouvement de la boîte pour pouvoir faire une révision, un service. Comme tous les montres de valeur, on devrait faire un service plus ou moins tous les 5 ans. Elle a fait plus qu'un tour et demi autour du monde, là, au niveau kilomètre. Et on a besoin de soigner justement des différents rouages, aussi l'huile, il vieillit. Hein. Alors c'est important qu'on change ça et on fait un service. Ça veut dire qu'on démonte tout en petits morceaux, justement, pour nettoyer, voir si tous les éléments sont encore en bon état. Et pour ça, on a besoin justement de cette tournevis, comme la tournevis diamétrique, qu'on va utiliser plusieurs fois. Là, je suis en train de dévisser les 8 vis du fond, comme c'est les vis de tube, qui sont en or gris. Il faut faire hyper attention, justement, d'utiliser le bon outil, c'est-à-dire le bon tournevis, pour pas marquer les vis en or, sinon on le voit. Et c'est ça aussi le but. Déjà qu'il ne rouille pas, mais en même temps qu'on voit les marques. Si quelqu'un non professionnel touche la pièce, on peut la voir. Voilà. Tous les vis sont bons. Maintenant, on va les enlever. Voilà. Maintenant, ici, je peux utiliser l'autre côté de ce fameux cuir qui m'aide aussi à ne pas rayer la boîte, comme elle est en titane. Et on va enlever le fond pour avoir l'accès au mouvement. Ici, c'est le mouvement. Maintenant, on va remettre les vis pour pouvoir la fermer.
Et là aussi, on utilise le fameux cuir, justement pour pas rayer. Les vis. Et comme les vis sont en or gris, on voit une légère différence de couleur. Ce qui est très sympa pour avoir un petit peu de contraste. Voilà. Maintenant, l'importance, c'est que je tourne avec délicatesse le boîtier. On va utiliser la fameuse soufflette. Et on va remettre les vis de fond pour emboîter comme il faut. Et on va revisser les vis. Et comme le tournevis est un outil de précision, il tourne très très bien, ça veut dire. Mon pouce dessus qui appuie, il ne sent pas de friction, ça veut dire que je sens simplement la friction de la vis. Et ça, c'est un cadeau, hein. Si on a des outils comme ça de précision, je vous dis pas. Et on fixe les vis en croisant, pourquoi? C'est comme les roues d'une voiture, pour pas avoir les tensions sur la boîte. Comme une raylock fonctionne avec les joints d'étanchéité à plat et rond, les deux, c'est important qu'on les écrase pas. Là, ils sont préfixés. Maintenant, je regarde de l'autre côté, si bien tous les vis sont bonnes, à la bonne place, oui. Et je peux fixer à fond jusqu'à justement le tournevis dynamétrique fait ce fameux clic qui montre là, j'ai le bon couple. Et si le mouvement tourne toujours, c'est bon. Et on va refermer le fermoir. Alors, comme vous avez vu, on a démonté le boîtier pour enlever le mouvement. Maintenant, on s'attaque au mouvement. Pour ça, on a besoin justement aussi de nouveau des tournevis. Maintenant, ce tournevis, il était calibré pour un autre calibre ou un autre mouvement. C'est-à-dire l'ouverture de la vis était un petit peu plus fine que celle-là. Alors, je vais adapter avec ces pierres d'Inde ma tournevis. Je nettoie dans le Rodico, justement, c'est ça qui est bien pour enlever les petits saletés, pour contrôler si ça rentre bien dans la fonte de ma vis. Là, il y a encore un petit peu de jeu. On n'aime pas le jeu. On va contrôler. Là, on est bon. Alors vous faites ça jusqu'au moment où vous sentez vraiment que le tournevis rentre dans la fonte et il n'y a plus de jeu. Et là, on sait qu'on est bon. Là, avant de démonter le balancier, je prends à nouveau le Bruxelles qui va un petit peu partout,
qui est justement antimagnétique aussi pour enlever la force du mouvement. Comme ça, le balancier il a plus de pression, il ne peut pas casser quelque chose. Et on va lever les vis. Et le Rodico, on l'utilise tout le temps, comme vous voyez, c'est un des gestes importants. Là, il est légèrement aimanté le tournevis, ça, il faut qu'on corrige après. Ça, on peut justement, on a des outils spéciaux pour désaimanter. Ça, c'est l'horreur. Et on va enlever le balancier tout doucement, aller avec le tournevis en dessous pour la rayer. Voilà, on a sauté. Et on enlève le balancier. Comme mouvement comme ça. Et on peut utiliser une fois de plus le caoutchouc pour mettre dessus, pour pas que ça se raye. Voilà, on a juste le balancier. On veut juste vérifier si le spirale est bien plat. Et là, on peut la mettre là-dessus, justement sur cette surface très polie où on a les trous qui sont adaptés justement au-dessous. Pour pas abîmer la pierre qui est en dessous. Et je peux regarder si le spirale est bien plat ou pas. Et pour ça, et si je corrige le spirale, j'utilise justement cette bruxelle qui me permet de toucher le spirale comme ça. Celui-là, il est pas mal plié. On va mettre au plat après. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de ces bruxelles très fins. Alors, pour fixer certains éléments dans le mouvement, d'ailleurs, on appelle le porte-piton, on utilise les plus petites vis au monde. Pour toucher les plus petites vis au monde, entre autres, il faut justement ces fameux bruxelles qui sont adaptées parfaitement. La pointe, ça veut dire elle est vraiment coupant presque, pour toucher cette vis-là. Ça, c'est la plus petite vis au monde. Elle a un diamètre de 2 dixièmes le filetage et la tête 3 dixièmes. Elle a un tour et demi qu'elle monte. Elle a le pied qui est poli. On voit bien ici. Et la tête. La vis comme ça petit. Hein. Il faut bien la visser. C'est pour ça qu'on a les tournevis adaptés parfaitement avec la tête justement aussi de 3 dixièmes. Celle-là, elle a encore 5 dixièmes. Alors vous voyez bien la différence. Celui-là, il faut adapter encore pour pouvoir visser la vis. Mais pour une vis comme ça, c'est crucial, justement. On a dit toujours il faut 2 fous. Celui-là qui l'a fabriqué, la vis, c'est celui-là qui la visse. Et voilà, pour ça, ces boîtiers sont parfaits. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces outils performants.